This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide. Visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Salut à toutes, salut à tous, la 8e étape de la Vuelta aujourd'hui, une étape de transition, une étape qui ne devrait pas être la plus animée de toute cette Vuelta. C'est une étape pour sprinteurs à peu près toute plate, pas le moindre point au classement de la montagne à aller chercher aujourd'hui. Seul le sprint intermédiaire sera un petit point d'intérêt dans cette étape avant l'arrivée dans les rues de Saragosse qui se fera à coup sûr au sprint à moins d'une énorme surprise. On se demande même s'il y aura vraiment des coureurs motivés pour aller dans l'échappée aujourd'hui, sachant qu'il y aura vraiment quasiment pas grand-chose, voire rien du tout à aller chercher. C'est donc Jasper Philipsen que l'on attend comme grand favori aujourd'hui, le sprinter qui s'est fait battre par Ben Turner il y a quelques jours de cela, qui sera revanchard. Mats Pedersen, en difficulté dans les sprints massifs, sera là aussi quand même pour défendre le maillot de meilleur sprinter qu'il porte. Or, Luis Aolar et Ivan Garcia Cortina pour la Movistar, Madis Mikkel pour l'EF Education Easy Post, Nicolo Buratti pour la Bahrain Victorieuse que l'on a vu aussi faire les sprints, Guillermo Thomas Silva, l'Uruguayen de la Cara Rural, déjà 2 top 10 sur les sprints massifs depuis le début de cette Vuelta. Stanislav Waniolkowski et Brian Cocard pour la Cofidis, Jente Biermans pour l'Arkea BNB Hotel, Arne Marit pour l'Intermarché Venti, Casper Van Hunden pour la Picnic Post-Tenel, Elia Viviani pour la Lotto ou le duo Ethan Vernon, Jake Stewart pour l'Israël Première Tech. Voilà les concurrents à la victoire aujourd'hui et qui vont s'affronter pour aller remporter cette 8e étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Est-ce qu'on va avoir des solides pour aller se porter à l'avant aujourd'hui, attaquer, pour montrer le maillot, se battre peut-être pour un petit prix de la combativité et espérer un improbable succès? On va voir ça. S'il y a des attaques, il semblerait bien. Ouais, voilà, c'est les équipes espagnoles, hein. La Burgos, la Cara Rural, un coureur de la Cofidis aussi, qui sont sortis dès le début, qui ne sont pas poursuivis par le peloton. On pourrait avoir un scénario là fait d'entrée avec 3 coureurs partis dès les premiers kilomètres. Alors on a Juan Bou pour la Cara Rural, Sergio Sabitier pour la Cofidis et José Luis Faora pour la Burgos Bourg-Pellet. Voilà, 3 Espagnols sur cette étape de la Vuelta qui vont s'amuser à l'avant. On va voir si d'autres coureurs vont tenter de sortir, de les rejoindre, former une échappée un petit peu plus grande. Mais là, ils sont sortis. Pour l'instant, le peloton groupé derrière ne roule pas et laisse ces 3-là s'échapper. En à peine 10 km, les 3 hommes de tête qui comptent déjà plus de 3 minutes d'avance sur le peloton, qui les a donc tranquillement laissés partir. Bou, Faura, Sabitier, voilà les 3 animateurs du jour qui seront à l'avant. Personne d'autre n'a vraiment essayé d'aller les rejoindre, de sortir. Après les 2 dures journées qu'on vient de passer, on se demandait même vraiment s'il y aurait eu une échappée. Donc merci à ces 3-là d'être allés devant pour ne pas nous faire une étape comme on avait vu sur le Tour de France avec tout simplement personne à l'avant. Là, ça forcera quand même les équipes de sprinteurs dans le peloton à rouler un petit peu pour leur revenir dessus. On va voir jusqu'à quelle avance ils vont monter. 3 minutes, ça continue de monter. Ça pourrait peut-être aller jusqu'à 5 ou 6 minutes pour les 3 hommes de tête. 90 km de l'arrivée. Le rythme est vraiment tranquille. 4 minutes d'écart pour les 3 hommes de tête. C'est le maximum qu'on leur a donné et c'est ce qu'on leur laisse pour l'instant. 2 coureurs qui sont seulement dans la poursuite. C'est Tobias Bayer pour l'Alpecin de Koenig, l'équipe de Jasper Philipsen. Et puis Jan Hertz pour l'Israël Première Tech, l'équipe d'Ethan Vernon. Voilà. Mais on va à moins de 40 km/h de moyenne sur une étape de plat. C'est quand même assez rare pour être signalé. Je plains les pauvres commentateurs sportifs là qui doivent combler tous ces kilomètres. Là, ils sont en train de parler de quand on se souffle sur le bras,
on peut se brûler sous le soleil. Enfin bon, c'est très compliqué pour eux. C'est l'avantage de 100% cyclisme. On n'a pas à se farcir tous ces heures où il ne se passe là vraiment quasiment rien. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai mangé à midi ou mes petites anecdotes de mes voyages en Espagne. Par contre, je peux vous parler des échappées. José Luis Fora et Johan Bou sont des coureurs de seconde division qui courent pour la Burgos et la Cararoal. Ils n'ont jamais gagné la moindre étape. Sergio Samitier aussi, mais lui, il roule pour la Cofidis et on va s'intéresser à lui parce que déjà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et en plus, il est du coin. Alors, on est passé par son village natal. C'est certainement pour ça qu'il est devant. C'est pas pour le montrer le maillot. Samitier, c'est pour faire honneur à sa région. Samitier qui a couru pour l'équipe Euskadi, mais aussi pour la Movistar. Il a passé 5 saisons à la Movistar et c'est seulement cette année qu'il vient de rejoindre la Cofidis. Sergio Samitier, l'Espagnol, un profil d'équipier, assez bon grimpeur-puncher, mais donc sans jamais la moindre victoire d'étape. Lui qui a fait 5 fois un grand tour, 3 fois le Giro. Ce n'est toutefois que la deuxième Vuelta de sa carrière. C'est étonnant pour ce coureur de 29 ans, espagnol. Il doit être bien content d'être dans son tour national. Lui qui sur un grand tour n'a jamais fait mieux que 6e lors d'une étape. C'était sur le Giro en 2020. 2 monuments aussi passés dans sa carrière. 2 fois Milan-San Remo, qu'il avait terminé bien loin des vainqueurs. C'est aussi quand même un bon coureur de classement général parce qu'il a quand même fait 13e du classement général du Giro en 2020, celui remporté par Tao Geoghegan-Hart. C'est quand même assez fort de sa part, même si il est plus là sur cette Vuelta pour aller chercher des victoires d'étape que le classement général. Cette saison, on l'a beaucoup vu sur les courses World Tour. Il a fait Paris-Nice, il a fait le Tour du Pays Basque. Il a refait encore le Giro cette année, ainsi que le Tour de Suisse. Et à noter que dans toutes ces courses qu'il a faites, là, il n'a jamais pris une seule fois l'échappée. Il était très très discret à chaque fois. C'était un des coureurs, je me rappelle que je découvrais le nom à la fin de l'épreuve. Tiens, il était là, lui. Et cette fois-ci, sur cette Vuelta, on le voit à l'avant aujourd'hui, Sergio Samitier. Bien sûr, c'est une mission suicide aujourd'hui. Impossible de résister au peloton dans cette étape toute plate. Sous la chaleur, il fait 30 degrés. Attention, ça aussi, quand même, ça pourrait avoir son importance. Mais il fête son anniversaire par ce gros effort en compagnie de 2 compatriotes, Johan Bou et José Luis Fora. Et il lui reste encore quelques heures d'effort avant d'aller célébrer son anniversaire avec sa famille qui doit être toute présente ici aujourd'hui. Le sprint intermédiaire, voilà le seul point chaud de cette journée. Les échappés qui passent à l'instant, c'est Sergio Samitier qui passe en tête mais sans se battre, en prenant son relais. Les coureurs des 2 petites équipes lui ont laissé comme cadeau d'anniversaire probablement les 200 € là à gagner en passant en tête. C'est sympa de leur part parce qu'ils font partie des équipes de 2e division. La Cararoal et la Burgos, ils auraient pu essayer de l'avoir. Ils ont laissé à Sergio Samitier le local du jour. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est plus le peloton parce qu'il y a encore 13 et 10 points à prendre pour ceux qui vont passer en 4 et 5e position. Et on va voir qui est intéressé, clairement. C'est la Lidl Trek de Mats Pedersen qui a pris les choses en main. Et ils sont même, il y en a 5 coureurs qui se sont carrément échappés du peloton. C'est Mats Pedersen avec 2 équipiers et il est suivi par Ethan Vernon. Du coup, je pense que Mats Pedersen et Ethan Vernon vont simplement se partager la 1e et 2e place. Et Mats Pedersen qui est parti, voilà. Et Ethan Vernon, il va pas forcément trop insister. Il était avec Jake Stewart aussi qui a tenté de le lancer, mais Ethan Vernon lui a dit non, allez, laisse tomber, on va pas prendre tous les risques, perdre toutes ses forces pour 3 petits points d'un sprint intermédiaire. Ethan Vernon qui passe en 5e position, qui prend 10 points. Mats Pedersen qui, on l'a vu hier, s'est fait de ce maillot vert un énorme objectif, peut-être même l'objectif principal de sa Vuelta, encore plus que les victoires d'étape, je pense. On risque de le voir très très souvent à l'avant sur cette Vuelta. Mats Pedersen qui prend donc quelques points de plus dans ce classement. Il faudra quand même qu'il aille faire le sprint, mais ce sera compliqué pour lui d'aller chercher la victoire. Il faudra qu'il soit bien classé ce soir pour aller chercher encore quelques points dans ce classement. On est à 40 km de l'arrivée, l'écart qui a diminué avec les hommes de tête. Plus qu'1 minute et 30 secondes d'avance pour le trio d'Espagnols à l'avant. 23 km de l'arrivée, on est entré dans la ville de Saragosse. On va désormais faire un circuit dans la ligne. D'ailleurs, là, on passe une première fois sur la ligne d'arrivée. Ce sont encore les échappés qui sont devant, mais ça ne va pas durer longtemps. Johan Bou qui passe devant Sergio Samitier, alors que José Luis Fora est, lui, un tout petit peu déjà distancé. Il n'en peut plus. C'était lui qui avait été le premier attaquant du jour, qui avait été l'initiateur de cette échappée, José Luis Fora. Et le peloton est seulement 23 secondes derrière. Et là, ça roule à beaucoup plus vive allure que tout à l'heure. L'Alpecin de Koenig déchaîné aux avant-postes du peloton. Il faudra faire très attention, encore une fois, les étapes qui ont été très tranquilles. C'est les plus nerveuses dans le final. Et en plus, là, on est en ville. Donc voilà, les risques de chute sont très, très, très élevés. Attention. Et tiens, devant, on se bataille pour être le dernier résistant. C'est Sergio Samitier qui tente d'attaquer.
Johan Bou, mais Bou qui le suit cette fois-ci. Il ne le laisse pas partir, ils lui ont déjà laissé l'honneur du sprint intermédiaire. Mais Johan Bou, il veut aussi se battre pour le prix de la combativité. En général, il est donné au dernier résistant. José Luis Fora n'est plus là, ça se jouera entre Bou et Samitier. Qui sera le dernier à être repris par le peloton? C'est la seule question qui reste à répondre avant le sprint massif. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. The Conjuring: Last Rites. On September 5th. The Conjuring: Last Rites. Only in theaters September 5th. Rated R. Ils n'ont pas réussi à se séparer. Bou et Samitier, ils sont repris ensemble par le peloton. On est à environ 15 km de l'arrivée. Peloton donc de nouveau groupé. Et là, le rythme est frénétique, hectique. Ça va extrêmement vite. Les équipes de sprinteurs, tout comme les équipes des leaders du classement général, sont aux avant-postes pour laisser soit leur leader, soit leur sprinter le mieux placé possible, éviter tout problème en cas de chute ou de ralentissement. Attention, attention, là c'est très très tendu la bataille pour le placement. 5 km de l'arrivée et la bataille pour le positionnement est toujours enragée. On a passé la zone où en cas de chute, on ne perd pas de temps et du coup la Visma Lease Bike qui quasiment menait le peloton depuis 5-10 km est en train de reculer. Mission accomplie. Il faut juste quand même éviter de tomber évidemment pour ne pas se faire mal, mais on ne perdra pas de temps. Les équipes les mieux placées avec un petit train, on voit la Picnic Pastenel de Casper Van Hunden. Aux avant-postes, l'Alpecin évidemment de Jasper Philipsen. Mats Pedersen, lui, est tout seul. Il est calé dans la roue de Jasper Philipsen. L'Intermarché Venti de Arne Marit. Aussi aux avant-postes. On voit la Lotto d'Elia Viviani tenter de remonter. Les deux sprinteurs de la Cofidis, Saniolkowski, Kokar qui se débrouillent un petit peu tout seuls. Ah, ils ont bien remonté la Lotto d'un seul coup là. On a 4 coureurs de la Lotto aux 4 premières places. Ils ont réussi à passer là devant l'Alpecin de Koenig. Vraiment bien joué. 3 km 600 de l'arrivée. Il faut aussi pas brûler toutes ces cartouches trop tôt. Mais la Lotto, ils ont vraiment 4 coureurs devant Viviani, donc c'est vraiment beau. Marit, il a 2 équipiers devant lui. Faut pas les gaspiller trop tôt. Philipsen, il en a encore 3 aussi. On voit aussi Orlois Aola pour la Movistar qui est tout seul, mais qui se bat pour rester dans la roue lui aussi. Il essaie de prendre la roue de Philipsen. Allez, l'Israël Première Tech, on les avait pas vus, ça y est. Ils ont trouvé de la place au centre de la route pour ramener Ethan Vernon. C'est plutôt un bon timing de leur part. L'Arkea BNB Hotel de Jente Bierman, c'est dans un second rideau un petit peu bloqué. Les Néos Grenadiers aussi de Ben Turner qui tentent de remonter désormais à 2 km de l'arrivée. Mais pour l'instant, on a 3 équipes qui font 3 lignes en tête. C'est la Lotto, l'Intermarché Venti et l'Israël Première Tech. La route ici est très large, donc c'est facile pour chaque train un petit peu de trouver une place. C'est la première fois qu'on a un sprint comme ça, avec de la place pour tout le monde. On voit des trains assez clairs. Et là, c'est la Lotto vraiment qui est en tête. 4 coureurs toujours de la Lotto. Il a 3 équipiers. Elia Viviani. La Giacoalou, là, d'un seul coup, qui apparaît aussi pour Anders Foldager. On passe la Flamme Rouge. Et Ineos Grenadier qui est en train de ramener Ben Turner petit à petit. Philipsen, je ne le vois pas, il a l'air un petit peu plus loin. Mais c'est toujours la Lotto en tête. Il n'y a plus que 2 équipiers pour l'instant, mais il ne reste plus qu'1 kilomètre. Là, Elia Viviani, il a vraiment eu le train parfait. Il a un Q36.5 dans sa roue. Probablement Fabio Christen qui est là, dans la roue d'Elia Viviani. Attention avec l'Alpecin qui jaillit, ça y est, pour lancer Jasper Philipsen. Ah, il lance de très loin Philipsen. Il tente de surprendre. Attention avec Brian Kokar aussi qui est très bien passé, qui est en train de remonter un petit peu Jasper Philipsen. Mais il y a Viviani qui est finalement lancé, qui passe Kokar. Viviani qui a peut-être résisté jusqu'au bout. Attention Viviani qui change de sa ligne, mais Philipsen qui va le passer. Oui, c'est Philipsen. C'est Philipsen qui vient le chercher. Il a doublé Viviani. Oh, c'était chaud parce que Viviani, il n'a pas du tout gardé sa ligne. Il a petit à petit dérivé vers les barrières. J'avais peur qu'il finisse par le bloquer complètement. Mais non, il y a eu un tout petit espace encore dans la barrière et Philipsen l'a passé de l'autre côté de la route. Il y avait Ethan Vernon avec un autre coureur qui était aussi pas loin
de doubler Viviani, mais ils doivent finir juste derrière. La victoire en tout cas, elle est pour Jasper Philipsen, mais il a dû vraiment aller la chercher et il a dépassé Viviani vraiment dans les 5 derniers mètres au prix d'un énorme effort le long de la barrière où il a bien cru être projeté. C'était dangereux. C'est des fous les sprinteurs, à ça c'est incroyable. Les risques qu'ils prennent pour aller chercher des victoires, c'est absolument hallucinant. Et c'est l'un des plus fous d'entre eux, Jasper Philipsen, qui était le favori du jour et qui a répondu présent. Allez, le ralenti, ça c'est intéressant. C'était pas Philipsen en fait, hein, c'était Planckaert qui lançait de très loin. Et Brian Cocard en fait, qui lance en même temps que Lia Viviani. Et c'est lui qui a Philipsen dans sa roue. Philipsen qui ensuite jarrit dans la roue de Viviani, mais qui ne peut pas le déplacer parce que Viviani le bloque un petit peu contre les barrières. Mais finalement, le dépasse. Et d'ailleurs, c'est Vernon et c'est Arne-Marit qui vont faire 3 et 4. Foldager qui était là pour faire 5. Jasper Philipsen qui n'a pas suivi en fait son équipier Edouard Planckaert tout simplement. Il a suivi d'abord Cocard, puis Elia Viviani. Et ensuite, il a réussi à le dépasser, même s'il restait vraiment plus beaucoup d'espace. Edouard Planckaert, qui était le coureur qui l'avait gêné Philipsen lors du sprint remporté par Ben Turner, cette fois-ci, il a décidé de ne pas prendre la route de son équipier. Et bien, lui en a pris. Il a vraiment joué magnifiquement. Magnifiquement. Là, c'était un très beau sprint. On a quasiment 4 coureurs sur la même ligne, là, avec Philipsen, Viviani, Vernon et Marit. Mais il y a la petite demi-roue d'avance pour Philipsen. Et on voit Elia Viviani frapper son guidon de rage, l'expérimenté italien qui n'est pas passé loin d'une peut-être une dernière victoire de prestige dans sa longue carrière. Mais il n'a rien pu faire face au jump final de Philipsen, qui l'a dépassé et qui remporte la victoire, sa deuxième sur cette Vuelta. Il n'y a personne du standing de Jasper Philipsen sur cette Vuelta qui, sur ce genre d'arrivée, est quasiment inarrêtable. Et même s'il a son train, c'est un petit peu perdu. Il s'en est sorti pour aller remporter la 56e victoire de sa carrière, la 2e sur cette Vuelta et la 5e sur la Vuelta en général. C'est aussi sa 15e victoire d'étape sur un grand tour pour Jasper Philipsen, qui en compte aussi 10 sur le Tour de France. Il donc devance souffle Elia Viviani sur la ligne. Elia Viviani qui a fini en larmes. Il était absolument dégoûté. Finalement, il peut un peu sécher ses larmes parce que son mouvement, il me semblait bien, était dangereux. Il n'a pas gardé sa ligne et les commissaires ont décidé de le reléguer à la dernière place du peloton. Ce n'est donc pas lui qui fait 2e, mais Ethan Vernon. Arne-Marit qui donc passe 3e, Anders Foldager 4e, 5e place pour Mads Mikkels. Et puis un autre coureur, celui qui avait fait 7e de l'étape, a été relégué, et c'est Brian Cocard, le français. Alors là, pourtant, j'ai pas vu de mouvement dangereux de Brian Cocard. Il a un petit peu suivi le mouvement d'Elia Viviani en ne gardant pas tout à fait sa ligne, mais c'était moins clair. Et bien lui aussi, il a été relégué à la dernière place du peloton. Ça profite donc à tous les coureurs derrière qui gagnent tous 2 places au final, puisqu'ils doublent Viviani et Cocard. Ça profite à Thibaut Gruel, par exemple, qui vient faire 6e de cette étape. Fabio Christen, 7e. Ben Turner, 8e. Mats Pedersen, encore une fois assez discret dans ce sprint massif, finit finalement 9e devant David Gonzalez, autre coureur de la Q36-5. Un peloton de 106 coureurs qui est arrivé groupé. Ça veut dire que quelques coureurs ont lâché dans le final, certains volontairement. C'est le cas de David Gaudu qui perd 3 minutes 42, de Antonio Tiberi qui perd 4 minutes 15, ou encore de Juan Ayuso et de Jevine qui perdent respectivement 5 minutes 20 et 6 minutes 20. Voilà les coureurs qui devraient animer les prochaines étapes de montagne en prenant des échappées. Vine, Ayuso, Tiberi et peut-être Gaudu. Pablo Castrillo aussi a fini loin. Aujourd'hui, le dernier du jour, c'est l'échappé Johan Bou qui finit dernier à 6 minutes 20 en même temps que Jevine, le coureur de la Cara Rural Seguros. Et puis 3 abandons aujourd'hui en cours d'étape, des coureurs qui n'ont pas supporté la chaleur, probablement malades parce qu'il n'y a eu aucune chute à signaler, tout s'est bien placé. C'est Eric Antonio Fagundes, l'Uruguayen de la Burgos, Oliver Knight, le Britannique de la Cofidis, et puis George Bennett, le Néo-Zélandais de l'Israël Première Tech, qui lui est tombé 2 fois sur cette Vuelta, pas aujourd'hui, mais voilà, il finit par payer et il abandonne ce Tour d'Espagne. Au classement général, aucun changement. Torsten Train, le Norvégien, est toujours largement leader, 2 minutes et 33 secondes d'avance sur Vingegaard et 2,41 sur Almeida. Aucun changement donc dans le top 10. Au classement par points, Mats Pedersen, grâce aux points qu'il est cherché au sprint intermédiaire, plus les quelques points à l'arrivée, est toujours leader. Il a 120 points, mais c'est serré. Ethan Vernon est 2e à 111 points et Jasper Philipsen, 3e à 105 points. Le problème, le plus gros danger pour Mats Pedersen, c'est plutôt de chicaner Vingegaard qui sont 4 et 5e de ce classement. Et la plupart des autres étapes seront montagneuses. Et donc, voilà, ça va être compliqué pour Pedersen. Il devra aller souvent prendre les points du sprint intermédiaire s'il veut ramener ce maillot
à Madrid. Il n'y avait pas de points au classement de la montagne, donc pas de changement. Jay Vine, toujours leader devant Louis Vervac et Juan Ayuso. Pas de changement non plus au meilleur jeune, Giulio Pellizzari, l'italien de la Red Bull, devance Mathieu Recitello et Raúl Garcia Pierna. Demain, c'est la dernière étape avant la journée de repos, mais profil assez plat encore une fois. Lors des 180 premiers kilomètres, en tout cas, par contre, ça finit par une dernière ascension. 13 km à 5,2% avec les 4 premiers kilomètres qui sont les plus durs, à 7,5% avant de petit à petit diminuer vers le sommet et même de finir sur quasiment du plat. Donc ça sera une journée pour puncher. Mais vu qu'il n'y a pas de difficulté avant, ça sera compliqué pour une échappée de prendre beaucoup d'avance. Il est possible que l'on assiste à une journée assez similaire à celle de la deuxième étape où Jonas Vingegaard avait coiffé Giulio Ciccone au sommet. Ça devrait donc être les coureurs du classement général qui vont chercher la victoire d'étape sans pour autant qu'il y ait de grosses différences de possibles à faire. Un coureur comme Thomas Pidcock aussi aura à cœur d'aller chercher enfin un gros résultat sur cette Vuelta. Pour Torsten Train, qui a su résister hier au rythme des meilleurs, ça devrait aussi aller pour défendre son maillot rouge demain sur cette 9e étape de la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.